FN سبيد على سيارة Antoine Galland. Bonjour Antoine, est-ce que tu peux te présenter à nous pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Eh bien, bonjour Angèle et bonjour à tous. Je m'appelle Antoine Galland, j'ai 48 ans. J'ai commencé à faire de la mécanique et du sport automobile très jeune. En fait, j'avais un oncle qui était garagiste, chez qui j'allais très souvent, qui m'a donné la passion de la mécanique. Puis mon père qui avait monté un club de tout-terrain dans les années 80. Donc à l'âge de 9 ans, j'ai rapidement participé à beaucoup de randonnées et raids 4x4 à travers certains pays comme l'Angleterre et la Hongrie, qui m'ont donné l'envie de un jour développer quelque chose, monter une équipe et m'entourer pour pouvoir, pourquoi pas, moi-même conduire un véhicule. C'est venu assez rapidement, à l'âge de 15 ans, en seconde, avec la rencontre d'un autre garçon. Donc on était en seconde technique et on était tous les deux passionnés de sport tout-terrain. On a rapidement désossé une 2 chevaux pour en faire un kart, pour ensuite performer avec d'autres mécaniques. On se mesurait même à des personnes qui avaient ce type de véhicule. Par la suite, j'ai continué mes études jusqu'à devenir salarié dans un garage qui était spécialisé dans la préparation de 4x4 pour enfin être à mon compte et monter mon propre team, donc rechercher d'autres gens passionnés, partenaires, pilotes, puisque mes débuts se sont exercés dans des courses d'endurance tout-terrain, donc des formats de 6 heures, 24 heures, où on se relaye à plusieurs pilotes. On a donc commencé cette discipline en 2002 avec le team pour y être encore aujourd'hui. On a accumulé plusieurs victoires, des podiums. On a notamment gagné des courses comme les 24 heures de France, fait des secondes places, des troisièmes places en Italie ou au Portugal. On a été 2 fois vice-champion de France. Donc tout ça nous a toujours tiré vers le haut pour aller se mesurer aux meilleurs du monde et commencer une petite carrière dans le championnat du monde de cross-country sur des courses comme le Dakar qui est mondialement connu, le rallye d'Andalousie, le rallye du Maroc, le rallye de Tunisie, des courses aussi en Russie comme le Silkway Rally. C'est quoi les défis à relever par exemple? Les défis à relever, ils sont d'abord pécuniers. Donc trouver des partenaires qui croient en ce qu'on fait, en nos projets, pour ensuite pouvoir investir dans du matériel et une structure qui nous permettent de voyager à travers le monde, d'emmener le matériel, de s'occuper de clients éventuels, d'avoir les véhicules avec vraiment comme si on était à l'atelier pour pouvoir faire la maintenance, la mécanique tout au long des épreuves. C'est aussi la vitrine de notre équipe et de notre savoir-faire et du coup c'est ce qui va faire qu'un pilote peut réussir au sein de notre team. Tous ces éléments-là, ça a été compliqué, c'est pour ça que depuis 2002, on arrive aujourd'hui en 2022 et on est juste aux prémices de ce que pourrait être un gros team comme certaines usines, par exemple Toyota, ou des gens comme Sébastien Loeb qui aujourd'hui n'ont plus rien à prouver. Et nous, on veut justement aller les chercher sur leur terrain et leur montrer que nous aussi on est capable avec nos moyens de faire des choses. Pourquoi pas faire aussi bien qu'eux, il ne faut pas en avoir peur. Nous on a déjà battu des grands champions dans notre championnat, des gens comme Yvan Muller, donc on se dit que même en cross-country et FIA on est capable de faire un résultat. Ce qui vous stimule, c'est le challenge? Ce challenge de la vitesse, de prouver qu'on est capable d'aller aussi vite que ces gens-là. Ce qu'on a construit est aussi bien que ce que peut faire une usine.
parce que le challenge pour moi il est double, en tant que constructeur aussi, c'est de prouver que ce que j'ai pensé le soir dans mon bureau, ça peut aller très vite avec moi au volant. Mon expérience sur le Dakar, elle commence une première fois en 2007. Donc on était encore sur le continent africain à l'époque. Le Dakar en tant que mécanicien, tout d'abord pour simplement assurer la maintenance d'un véhicule. Une deuxième année avec de nouveau le même team sur un véhicule un peu plus performant cette fois. Une dernière fois, donc la première fois où le Dakar est arrivé en Argentine, sur le continent de l'Amérique du Sud, où là c'était vraiment une très grosse structure, hein, donc Toyota France, 14 véhicules, c'était presque 70 personnes sur le Dakar. Et puis tout ça m'a donné l'envie d'y aller à mon tour avec le team. Donc 2021, on réunit les moyens et le matériel nécessaire pour un premier Dakar en tant que pilote, copilote. Donc on y est allé pour voir comment ça marche, même si moi je pouvais donner quand même des infos de ce que j'avais déjà vécu, l'expérience acquise à travers d'autres teams. Donc c'est comme ça que j'ai essayé de communiquer à l'équipe un maximum d'expérience pour qu'on fasse un Dakar dans la meilleure disposition possible. Ça nous a quand même permis de rallier l'arrivée, à savoir que c'est presque exceptionnel. Et donc on est revenu beaucoup plus fort en 2022. Preuve en est, c'est qu'on a attiré deux autres clients avec nous. Donc un en historique qui est Hervé Cotel, pour le citer, quand même, un monsieur qui a fait deuxième du Dakar en 81 et qui a donc rallié l'arrivée également. Et un autre client en moderne avec nous qui avait pris contact en début d'année suite à notre Dakar et à ce qu'on a véhiculé comme image et qui s'est dit c'est l'équipe avec laquelle je veux partir. Il m'a contacté pour qu'on puisse assurer au maximum son assistance, lui apporter notre expérience dans la préparation de son véhicule. C'est surtout sur la fiabilité de la voiture. Au Dakar, il faut une voiture très fiable. Il faut savoir que les usines, tous les jours, reconstruisent une voiture à neuve le soir et que nous, on n'a pas les moyens. Donc il faut impérativement qu'on ait conçu une voiture à l'atelier qui permette de chaque jour minimiser la maintenance et aller au bout tout en ayant un rythme soutenu pour faire plus que bonne figure et viser les 10 premières places. Alors, on aimerait vraiment montrer qu'on est capable d'arriver à rentrer dans un top 10 en 5 ans. Même moins si on a les moyens. Et là, en tant que pilote, tu es arrivé combien alors? Alors cette année, on a été classé, malgré une petite mésaventure qui nous coûte cher le premier jour. On a eu un incendie à bord de la voiture qui est dû à une pièce neuve, mais on a su résoudre le problème. Donc on finit 56e sur, on va dire, 200 voitures et 80 dans notre catégorie. Et s'il n'y avait pas eu cet incendie? Alors, forcément, ça change la donne, puisque 22 heures de pénalité, forcément, à partir du moment où vous êtes mal classé dès le départ, il faut savoir que vous repartez à la fin du classement. C'est-à-dire que tous les jours, il faut se battre pour doubler 200 véhicules, pour revenir à votre place, donc dans la poussière, prendre énormément de risques, éviter les crevaisons, les accidents. Et fatalement, si on reste à peu près à notre place, c'est-à-dire qu'au prologue, on partait 30e, on progresse tous les jours. Parce qu'on est dans ce qu'on savait faire cette année en 2022 avec notre véhicule. Et on peut envisager même d'être au-delà de la 15e place, vers la 10e, parce que c'est beaucoup plus facile. Le sable a été beaucoup moins foulé, retourné. On n'évolue pas dans la poussière. À la fois, il faut continuer à rouler, mais si vous freinez, vous pouvez aussi vous faire percuter. Il faut savoir que même si on part à 2 minutes d'intervalle, une fois la course lancée, on peut rouler des fois à 4-5 de front. Si vous regardez les images aujourd'hui des premiers, vous voyez qu'ils se tiennent dans les 30 secondes sur une spéciale quand même de plus de 400 km. Donc pour nous, c'est la même chose, hein. C'est-à-dire que
c'est les mêmes écarts. On se tire la bourre à 15-20 secondes tous les jours, on se double et on se redouble plusieurs fois dans la journée. Les crevaisons, les plantages, les petits problèmes de navigation aussi, ça peut vite prendre des proportions où on perd un quart d'heure, 20 minutes. Parce que forcément, si vous déviez du cap de quelques degrés au départ, 100 km plus loin, vous êtes largement à côté de la plaque. Et il faut retrouver sa position, il faut éviter de louper ce qu'on appelle des waypoints. Donc le navigateur, c'est là où il prend tout son rôle, parce que c'est pas que le pilote au Dakar, hein, le navigateur est aussi important. C'est pour ça que nous on alterne tous les jours, parce qu'on a envie d'avoir ces compétences qui sont mixtes. Et donc ces waypoints, des fois, vous coûtent jusqu'à 20 minutes, en plus du temps parcouru, et donc ça vous recule une nouvelle fois en termes d'arrivée. Et comme vous repartez tous les jours au classement de l'arrivée de l'étape de la veille, si vous arrivez 120e, vous repartez 120e. La difficulté est encore plus grande. Ça, on ne s'en rend pas compte, il faut l'avoir vécu. Et ça vous fait rentrer d'autant plus tard le soir au bivouac, et fatalement l'équipe attaque la voiture encore plus tard, finit tard de travailler sur l'auto, et ça engendre de la fatigue qui vient compliquer le lendemain la navigation, le pilotage, et pour eux, il faut savoir que l'équipe elle a un travail phénoménal aussi de remballer tous les jours tout le matériel, recharger les camions, se déplacer parfois de 700-800 km, réinstaller, il faut aussi qu'ils soient là à l'heure, avant nous, parce que leur mission première c'est de réinstaller toute l'infrastructure pour pouvoir nous accueillir dans les meilleurs délais. Donc nous on s'est équipé d'ateliers mobiles qu'on charge et qu'on décharge tels que ceux-là à terre, pour gagner du temps, pour aller plus vite, pour que ce soit plus facile à manipuler. Sur une course comme le Dakar, c'est très très important, parce que contrairement à une course de circuit où tout est fixe pendant un week-end ou 4-5 jours, savoir que là, tous les jours, on bouge. Tu dirais que c'est hyper important du coup de pouvoir compter sur ses coéquipiers? Mais de toute façon, une course comme le Dakar, c'est avant tout une course d'équipe. Si l'équipe n'est pas professionnelle, n'est pas au top, on ne passera pas un bon Dakar, parce que on va multiplier les retards, les échecs, et on va compliquer la difficulté sur la course et aussi à l'assistance. Partir 120e, ça veut dire on part quasiment quand les premiers sont arrivés. Voilà, c'est-à-dire vous partez vers midi, Nasser et Sébastien sont déjà presque au bivouac, en train de siroter du thé tranquille Milou. Et vous attaquez la spéciale, en sachant qu'elle va forcément être plus dure, parce que vous êtes dans la poussière, et dès que vous arrivez dans les dunes, tout est brassé, tout est remué, donc il faut trouver des nouvelles traces, tout en allant chercher ces fameux waypoints. Étant passionné de mécanique automobile à la base, j'ai fait des études de mécanique générale et d'automatisme industriel. Donc j'ai commencé évidemment un peu comme un autodidacte à apprendre l'automobile en faisant comme tout le monde, en réparant la voiture de mes parents au départ. Évidemment, la construction du premier buggy à l'âge de 15 ans a fait que je me suis posé plein de questions, donc je me suis documenté, je suis allé voir des gens. Tout ça fait qu'aujourd'hui, à allier un côté mécanique avec un côté pilote, copilote, ce qui permet très vite d'analyser un problème sur une voiture, de déchiffrer peut-être plus facilement qu'un pilote traditionnel qui n'a pas de notion de mécanique. Ça va du simple claquement avec une panne qui est en train de se créer, jusqu'à un comportement anormal ou juste standard du véhicule, ce qui permet, en analysant en temps réel ce qui se passe, de déjà retranscrire s'il y a un souci quelconque à l'équipe quand j'arrive dans les stands. S'il faut intervenir sur la piste, évidemment je sais le faire. Donc ça m'évite de rester en panne et de perdre des fois jusqu'à 1 heure pour attendre le camion d'assistance qui arrive derrière nous. L'ennemi public numéro 1 en course, c'est le temps perdu. Ça sert à rien d'aller très vite et de gagner des fractions de secondes au volant si c'est pour perdre 10 minutes à ne pas savoir réparer sa voiture ou à ne pas changer de roue.
Se rendre compte d'un problème et de ne pas être capable d'y remédier sur la piste, ben, ça veut dire faire toute la spéciale comme ça. Il y a des pilotes qui vont vous dire la voiture elle jette, elle n'a pas de motricité, mais ils ne savent pas intervenir. Moi, je vais savoir descendre, régler la suspension pour régler le problème. J'arrive à ressentir, par exemple, si le réglage des trains est défaillant. Je ne sais pas si tous les pilotes ont cette capacité-là. Et en tout cas, s'il fallait intervenir sur la piste pour régler, je sais le faire. Je sais dépanner que ce soit de l'électricité que de la mécanique. Reprogrammer une powerboard, c'est-à-dire aujourd'hui l'âme d'une voiture, pour vous faire fonctionner le moteur, le passage de vitesse, les déclenchements des différents systèmes de refroidissement, etc. C'est vraiment un très très gros avantage. J'insiste beaucoup avec mes équipes pour qu'ils participent avec moi au niveau de la préparation. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un entretien, je vais essayer de leur expliquer pourquoi on remplace cette pièce-là avec cette fréquence par exemple, l'importance de le faire, la méthodologie pour le faire, mais aussi de leur expliquer comment fonctionne, par exemple, on parlait des amortisseurs tout à l'heure, un amortisseur. Parce que dans beaucoup de teams, on se dit, bon allez, il y a un gars qui est spécialisé là-dedans, sauf qu'on fait appel à des fabricants. Les fabricants n'ont pas forcément la capacité de vous mettre le technicien avec vous, ou ils vous demandent tellement d'argent que vous ne le faites pas. Et finalement, personne n'est formé dans la team pour faire ça. Du coup, on fait toute la course comme ça, on n'y touche pas. Chez moi, ça n'arrive jamais parce que j'ai été moi-même fabricant d'amortisseurs. J'ai appris à démonter et remonter des boîtes de vitesse, des différentiels. J'ai appris à concevoir des châssis, calculer des systèmes de freinage, régler une géométrie de voiture, savoir ce que c'est qu'une géométrie de voiture. Je pense qu'il y a des gens qui savent très bien piloter, mais par exemple, ils ne vont pas savoir ce que c'est qu'un angle de pivot, la chasse, de l'ouverture, de la fermeture de train. Et tout ça pour après expliquer aux équipes comment mieux régler la voiture. Si on ne sait pas de quoi on parle, c'est compliqué. Et moi, j'essaye d'amener les gens à comprendre ce qu'ils font aussi. Donc l'idée, c'est vraiment de partager mon savoir avec les équipes. Pareil, mon esprit de concepteur, je l'ai développé dans le moindre matériel qu'on utilise. Je prends un exemple tout bête, des chandelles de voiture. Bon, je sais que dans le sable, si vous les mettez, ça s'enfonce. Bon, tout le monde met un bout de bois en dessous de sa chandelle. Moi, j'ai fait des platines rétractables qu'on peut donc basculer, des hauteurs différentes parce que le sol n'est pas toujours droit. Moi, honnêtement, je ne veux pas me lancer de fleurs, mais je ne l'ai pas vu sur le Dakar. Pareil, au moment de la conception de nos systèmes de caissons et de camions, j'ai passé énormément de temps chez le réalisateur du caisson pour lui expliquer pourquoi j'avais insisté sur ce détail-là. Il faut savoir imposer quelque chose si on est sûr de soi et si on sait qu'il y a une véritable raison derrière pour le fonctionnement, pour l'équipe. L'idée, c'est toujours ce gain de temps, cette facilité d'utilisation. J'ai envie de dire, quelqu'un de novice doit être capable de comprendre comment fonctionne notre matériel et de pouvoir l'utiliser. Le gros des décisions techniques, c'est moi qui les prends parce qu'il faut savoir quoi emmener, quel type de matériel, quel type de camion par rapport à la course dans laquelle on s'engage, le nombre de véhicules qu'on emmène avec nous, le timing d'après-course, parce que des fois, par exemple, on prenait le Dakar, les véhicules sont amenés un mois à l'avance et ils reviennent un mois et demi après. Et donc si on veut enchaîner notre course derrière, on est déjà en train de calculer comment on va faire, ce qu'on va récupérer, ce qu'il faut, par exemple des camions, c'est un truc tout bête, mais ça passe une visite technique tous les ans. Eh ben, on sait que pendant une journée, on n'a pas notre camion, on n'a pas notre remorque, tout ça, il faut l'anticiper. Il y a les entretiens aussi de ces véhicules à prévoir. Il faut aussi gérer, est-ce que tous les membres de l'équipe vont être disponibles à cette période-là. Sans cette mobilisation autour de nous et cette infrastructure, on n'arrive à rien. Quand tu pars au Dakar, ça représente combien de personnes, combien de véhicules? Alors, comme cette année, 14 personnes pour 3 véhicules. Donc, il y avait 2 camions équipés chacun de leur remorque,
un camion qui est équipé de ce type de caisson derrière moi et ici à gauche, qui permettent d'avoir les ateliers à terre. Ça, c'est hyper important. On se blesse beaucoup moins qu'avec un camion où l'atelier reste en hauteur, où on prend des risques à monter et descendre sans arrêt. Donc tout ça, c'est hyper important d'avoir pensé à pouvoir poser ce matériel à terre pour les équipes. Ça arrive tous les ans, on entend dans les stands à droite à gauche, un tel s'est blessé, il est tombé. On a aussi dans l'autre camion la possibilité de couchage et pouvoir se laver, avoir quelque chose de privé. L'année dernière, par exemple, avec le Covid, nous, on avait la possibilité de pouvoir manger sur place dans notre stand avec la structure qu'on avait. Tout le monde n'a pas cette facilité-là. Il y a des gens qui ont juste une tente. Bon, alors quand il commence à y avoir du vent, etc., des tempêtes de sable, forcément, c'est beaucoup moins confortable. Nous, on s'est quand même armé en termes d'équipement pour optimiser tout ça, quoi. En vrai passionné, tu as décidé pour ton prochain Dakar de concourir avec ton propre véhicule. Tu peux nous en parler? Oui, alors fort de mes 20 années d'expérience, maintenant j'ai pris la décision de me retirer de l'équipe principale pour avoir ma propre voiture. Donc de chercher un nouveau partenaire comme coéquipier, pour copilote surtout, pour me naviguer et m'engager sur le prochain Dakar. L'idée étant de profiter de tout ce que j'ai acquis comme expérience au fur et à mesure de ces années passées pour performer de la meilleure façon possible avec mon propre véhicule et d'ainsi démontrer l'intégralité de mes compétences, que ce soit préparateur, pilote, team manager, tout ça réuni juste autour de moi. Évidemment, il y aura d'autres participants avec nous dans le team. Ça, je ne ferme pas la porte, puisque j'ai mon partenaire historique qui sera avec nous. En termes de visibilité, il me semble également qu'il y a une énorme couverture médiatique. Oui, alors évidemment, le Dakar, c'est quand même la course qui est mythique, mais surtout reconnue dans le monde entier comme étant la course la plus difficile au monde. Et donc, elle a toujours été très médiatisée. Actuellement, c'est les équipes de France Télévisions qui la suivent et qui proposent au minimum 3 rendez-vous journaliers. Il y a également une chaîne un peu plus spécialisée, Eurosport, qui s'intéresse plus aux équipes non officielles, avec des vrais reportages au sein de l'équipe. Caméra à bord des véhicules, ils vont rencontrer les mécaniciens, le team manager, aussi bien la course à proprement parler dans le véhicule, que tout ce qui s'y passe autour, parce que c'est quand même 4000 personnes qui vivent en permanence une sacrée aventure. Donc l'idée, c'est dès à présent de chercher des nouveaux partenaires, de leur faire partager cette passion qui est la mienne, de les emmener avec nous. C'est ce partenariat qui permet de dire aujourd'hui que être sponsor d'une team comme la nôtre, c'est pas uniquement donner des biens qui soient matériels ou pécuniers, c'est aussi avoir un échange, que nous on puisse leur amener des choses nouvelles pour leurs entreprises ou en tant que particulier. On peut très bien mettre à disposition les véhicules, l'équipe pour des événements, ou emmener les gens par exemple faire des baptêmes. On peut également les emmener avec nous sur la course, ça peut aller jusque là. L'idée étant de vivre cette aventure communément et pas simplement comme le font les 3 quarts des gens, une relation bête de sponsor à team.